Deux adolescents se dirigent prudemment vers une vieille maison délabrée. La maison semble avoir été construite il y a des centaines d'années, et de l'extérieur, elle semble être dans un état de délabrement important. Les murs sont fissurés et endommagés à cause des intempéries. Le toit semble avoir des trous, et l'une des colonnes décoratives s'est complètement effondrée. Les adolescents ont cependant entendu des rumeurs à propos de cette maison en ruine. Ils ont entendu dire que des trésors pourraient encore s'y trouver. Un des adolescents monte les escaliers et se dirige vers le porche, mais son ami semble réticent à le suivre. Est-il sûr que personne n'habite ici ? Le plus courageux des adolescents dit à son ami qu'il surveille la maison depuis des jours et qu'il n'a vu personne entrer ou sortir. Le seul signe de vie est une très faible lueur visible entre les fissures des fenêtres condamnées de la maison. Et il n'est même pas sûr qu'il s'agisse d'une lumière. S'il y a quelqu'un là-dedans, c'est juste une vieille personne folle. Ils pourront facilement lui faire peur et piller la maison à leur aise. Son ami semble toujours hésitant, mais l'autre adolescent sort un crochet de serrurier. Il dit à son ami de faire le guet, pendant qu'il se charge de la porte. Il n'a pas besoin de faire le guet longtemps, car la serrure s'ouvre presque immédiatement. Il ouvre la porte avec précaution, mais elle grince bruyamment. Par la fente, il ne peut pas voir grand-chose à l'intérieur. Il fait très sombre. « Viens !» dit-il à son ami en se glissant à l'intérieur. Son ami semble nerveux lorsqu'il le voit pénétrer un peu plus dans la maison. Soudain, il y a un grand bruit. « Oh non, on s'est fait prendre !» pense-t-il en se retournant. Mais il ne voit aucun agent de police, ni de passant indiscret. Il ne voit qu'un chat qui poursuit un rat dans des poubelles et en renverse d'autres. Il pousse un soupir de soulagement en voyant le chat sortir du tas d'ordures, tenant sa proie par la queue. Il se décide à suivre son ami à l'intérieur de la maison. Mais la porte se referme brusquement devant lui. Il essaie de tourner la poignée, mais elle est verrouillée. Il tape doucement sur la porte. Aucune réponse. Il tape un peu plus fort en murmurant « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Mais toujours pas de réponse. Que se passe-t-il ? À l'intérieur, son ami tire également sur la poignée de la porte. Mais c'est inutile. La porte ne bouge pas. La poignée ne tourne pas. Il essaie également de taper légèrement sur la porte, mais c'est comme si personne ne l'entendait depuis l'extérieur. Il est pris au piège. Il regarde autour de lui dans cette pièce sombre. Tout comme l'extérieur, l'intérieur semble ne pas avoir été rénové depuis des centaines d'années. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée partout, comme si personne n'avait mis les pieds à l'intérieur depuis des décennies. Et pourtant, sur plusieurs petites tables et étagères autour de la pièce, il y a des bougies allumées. N'ayant pas d'autre choix, il décide de s'enfoncer plus profondément dans la maison. Il se glisse dans la pièce suivante, qui est à peu près dans le même état que la première. Poussiéreuse et vétuste, mais avec plusieurs bougies disposées un peu partout, émettant une faible lumière jaune vacillante. Non seulement quelqu'un vit encore ici, mais il a allumé ces bougies récemment. Il sort un couteau de sa poche et l'ouvre, brandissant la lame devant lui. C'est alors qu'il entend quelque chose, un bruit ressemblant à des pas, et on dirait que ça vient d'en haut, dans la pièce juste au-dessus de lui. Quelqu'un est peut-être en train de descendre pour le chercher. Il faut qu'il se cache. Il repère un canapé près du coin et essaie de se glisser derrière autant que possible. En posant sa main sur le bord du canapé, il laisse soudainement tomber son couteau sur le sol et utilise sa main libre pour étouffer un cri. Il regarde sa main avec laquelle il s'était agrippé au canapé et découvre une longue aiguille à coudre enfoncée profondément dans sa main. Était-elle plantée dans le canapé ? Il retire l'aiguille de sa main. Elle a presque entièrement traversé sa main. Il porte la plaie sanglante à sa bouche, essayant de stopper l'écoulement du sang, tout en attendant et en écoutant. Le bruit des pas s'arrête enfin. Peu importe qui marche, il ne semble pas qu'il soit en train de descendre les escaliers pour le trouver. Il doit sortir de cette maison. Il doit y avoir une autre sortie. Il ramasse son couteau et se dirige tranquillement vers la pièce suivante. Une fois encore, elle est dans le même état que la précédente. Mais attendez, qu'est-ce que c'est dans le coin ? Est-ce une personne allongée, là ? À l'extérieur de la maison, son ami regarde dans la poubelle dans laquelle le chat était en train de chasser. Ah ah ! Juste ce qu'il cherchait, un vieux cintre en fer. Il court vers la vieille maison, dénoue le cintre et insère un fil fin dans la serrure. À l'intérieur, l'adolescent se rapproche de plus en plus de la chose dans le coin. L'obscurité est telle, avec pour seule lumière celle provenant des bougies, qu'il ne parvient toujours pas à distinguer ce que c'est. Mais curieusement, il se sent dans l'obligation de le découvrir. Il prend une des bougies sur une table voisine. À l'extérieur, son ami n'arrive toujours pas à ouvrir la porte, mais il doit persévérer. Il ne peut pas laisser son ami piégé à l'intérieur. Il est juste au-dessus de la chose dans le coin désormais. Il s'agenouille et approche la bougie pour voir ce que c'est. Puis pousse un cri. Son ami jette le cintre à terre par dépit avant de s'asseoir sur le porche. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi son ami a pu ouvrir la porte si facilement alors que c'est impossible à présent. Quelque chose s'est-il cassé ? Il ne sait pas quoi faire.
Doit-il appeler à l'aide? S'il le fait, la police les arrêtera tous les deux. Mais combien de temps peut-il attendre? Il a l'impression que son ami est coincé depuis longtemps et qu'il n'entend rien depuis l'intérieur. Que peut-il bien se passer là-dedans? Doit-il partir en espérant que son ami parviendra à s'échapper tout seul? Au moment où il se demande quoi faire, il entend un petit déclic derrière lui. Il se retourne et tente d'ouvrir la porte, mais elle est toujours bloquée. En baissant les yeux, il voit le cintre. Il va peut-être essayer une dernière fois. Il enfonce le cintre dans la serrure et entend qu'elle s'ouvre presque instantanément. Il essaie la poignée de la porte et cette fois, la porte s'ouvre. Une fois la porte entr'ouverte, il jette un coup d'œil à l'intérieur de la maison sombre. Il est terrifié à l'idée d'entrer, mais il ne peut pas laisser son ami là-dedans. S'il est en danger, il doit le sauver. Rassemblant tout son courage, il entre dans la maison et découvre la même chose que son ami, une vieille pièce poussiéreuse. Il fait un pas dans la pièce éclairée à la bougie et reste immobile. Il y a quelque chose au milieu de la pièce. C'est une chaise. Il parvient à voir que quelqu'un est assis dessus. Mais attendez, est-ce que c'est son ami? Hé! Il l'interpelle en chuchotant, mais son ami ne répond pas. Viens, sortons d'ici. Toujours pas de réponse. Il se met à marcher en direction de son ami, mais s'arrête quand il entend ce qui ressemble à des bruits de pas venant de la pièce au-dessus de lui. Il doit aller chercher son ami et sortir de cette maison. Il regarde par-dessus son épaule pour s'assurer que la porte est toujours ouverte avant de se remettre à avancer silencieusement en direction de son ami. Il lui secoue l'épaule, mais son ami ne réagit toujours pas. Il se dirige vers le devant de la chaise et y découvre son ami, sauf que ce n'est plus vraiment son ami. Deux orbites vides le fixent du regard. Sa bouche a été cousue et dessine un horrible rictus permanent. Mais le pire est ce qu'il entend. Le bruit de la porte d'entrée qui se ferme en claquant. Private. Le dossier d'aujourd'hui est particulier et provient de la branche russe de la fondation SCP. Il s'agit du SCP-1098-RU, également connu sous le nom de le théâtre des marionnettes vivantes. Le SCP-1098-RU est une maison à 2 étages située dans une petite ville russe de style baroque, style très populaire durant les XVIIe et XVIIIe siècles et caractérisé par des ornements extravagants. La maison a probablement plusieurs centaines d'années et est dans un état de délabrement avancé. L'administration locale a prévu sa démolition à plusieurs reprises, mais pour des raisons qui restent inconnues, le projet est toujours abandonné ou reporté à une date indéterminée. Toutes les portes qui mènent au SCP-1098-RU sont verrouillées et les fenêtres sont toutes condamnées. Quiconque tente de causer des dommages à la maison, ne serait-ce qu'en enlevant les planches des fenêtres, éprouvera un étrange effet anormal qui le poussera à protéger la structure et à veiller à ce qu'elle ne subisse aucun dommage. Cet effet ne s'estompe que lorsque le sujet s'éloigne d'au moins 50 mètres de la maison. La seule façon d'entrer dans le SCP-1098-RU est de passer par la porte d'entrée, qui même si elle est verrouillée, peut facilement être ouverte, ce qui ne cause aucun dommage à la maison et empêche l'effet anormal de se produire sur le sujet qui tente d'entrer. Une fois que quelqu'un pénètre dans la maison, il constate que la porte se referme derrière lui et se verrouille d'elle-même. La serrure ne peut alors plus être forcée pendant 1 heure. L'intérieur de la maison ressemble à l'extérieur du point de vue esthétique. Le style est baroque et en mauvais état. La maison est relativement sombre, car il n'y a pas de lumière et toutes les fenêtres sont condamnées, occultant toute lumière extérieure. La seule source d'éclairage provient des bougies allumées et disposées autour de la maison. Elles semblent être régulièrement remplacées et rallumées lorsqu'elles s'éteignent. Des bruits de pas sont perceptibles à l'intérieur de la maison, mais la pièce d'où ils proviennent semble changer. L'entité qui produit ces sons a été désignée sous le nom de SCP-1098-RU1 et on pense que c'est elle qui remplace et rallume les bougies dans la maison. Elle serait également responsable de plusieurs autres effets anormaux. La branche russe de la fondation SCP a découvert une activité anormale potentiellement liée au SCP-1098-RU après que la disparition de plusieurs adolescents a été mise en relation avec cet endroit. Lors d'entretiens, de nombreux amis et membres de la famille ont déclaré que leur dernière adresse connue se trouvait près du site de la vieille maison de style baroque et que plusieurs d'entre eux avaient exprimé le désir d'enquêter sur la maison avant leur disparition. La police locale a enquêté sur la maison, mais les policiers en charge de l'enquête ont fini par disparaître à leur tour. Après avoir appris l'étrange activité liée à la maison, la Fondation a pris en charge l'enquête en inventant un scénario selon lequel des sectes totalitaires étaient responsables des disparitions. La Fondation a également administré des amnésiques de classe A à tous les parents des adolescents disparus. La Fondation a immédiatement commencé à enquêter sur la maison, mais avec précaution, car elle savait déjà que des personnes pouvaient facilement disparaître à l'intérieur. Lors de la première intervention dans la maison, un robot télécommandé, équipé d'une caméra, a été envoyé à l'intérieur.
Comme lorsqu'une personne entre, la porte s'est refermée et s'est verrouillée derrière le robot. Mais sa caméra a continué à diffuser des images aux chercheurs situés à l'extérieur. En explorant les pièces de la maison délabrée, le robot a découvert quelque chose de bien plus inquiétant que de simples bougies allumées. Dans plusieurs pièces, des cadavres ont été découverts, qui ont été identifiés plus tard comme étant ceux de certains des adolescents disparus. Tous les corps retrouvés s'étaient vus retirer les globes oculaires, et des fils épais avaient été cousus sur leurs bras et leurs jambes, comme s'ils avaient été transformés en marionnettes vivantes géantes. Certains d'entre eux avaient également des points de suture au niveau de la poitrine et du visage. Les points au niveau du visage semblent avoir été faits pour forcer le visage à avoir une certaine expression, tandis que les points au niveau de la poitrine semblent indiquer que des organes ont été prélevés. Aucun signe de décomposition n'a cependant été constaté, bien que certains des corps datent probablement de plusieurs mois. Plusieurs objets ont également été trouvés à côté des corps, notamment des couteaux chirurgicaux, des aiguilles, du fil et un œil factice. 1 heure exactement après l'entrée du robot dans la maison, la caméra a cessé de diffuser des images et le contact a été perdu. Lors de la deuxième visite de la maison, la Fondation a décidé qu'un être humain serait plus efficace pour recueillir des informations qu'un robot. Un agent de classe D, équipé d'une lampe de poche, d'une caméra et d'une radio, a été envoyé en mission pour tenter de retirer des objets de la maison et de localiser le robot disparu lors de la première mission. L'agent de classe D est entré dans la maison et les chercheurs ont pu constater, grâce à la vidéo, que la disposition de la maison n'avait pas changé. Des bougies étaient toujours présentes dans la pièce, mais il était clair qu'elles avaient été remplacées par de nouvelles. Tandis que l'agent de classe D explorait le premier étage de la maison, il a déclaré qu'il entendait des bruits de pas provenant de différentes parties de la maison, et qu'à un moment, il a eu l'impression qu'il venait d'une pièce qu'il venait de quitter, mais que lorsqu'il y est retourné, il n'y avait personne. Il n'a pas pu retrouver le robot disparu, mais il a découvert les mêmes cadavres que le robot. Les chercheurs lui ont ordonné de ramasser l'un des couteaux chirurgicaux et d'essayer de le faire sortir de la maison. Mais dès qu'il l'a ramassé, tout contact a été perdu. Une troisième mission dans la maison a ensuite été entreprise, cette fois avec un autre robot télécommandé, mais celui-ci était plus avancé et équipé d'une caméra thermique et d'un équipement d'enregistrement audio. Ce robot était également mieux adapté à l'exploration et était capable de monter des escaliers. Ainsi, la Fondation pouvait enfin découvrir ce qui se trouvait au deuxième étage de cette étrange maison. Le robot est entré dans la maison et est monté au deuxième étage. En explorant les pièces, il en a trouvé une particulièrement étrange. Elle ressemblait à une sorte d'atelier de couture, avec des quantités énormes de fils, d'aiguilles et d'autres matériels de couture éparpillés sur plusieurs tables. Des taches rouges foncées recouvraient plusieurs des tables, mais aucun corps n'a été découvert dans l'atelier de couture. Le robot continua cependant à explorer le deuxième étage et découvrit bientôt de nombreux autres cadavres correspondant à la quasi-totalité des adolescents disparus, à l'agent de police qui s'était volatilisé, ainsi qu'à l'agent de classe D introuvable. Tous étaient vêtus de vêtements du XVIIIe siècle, et leurs yeux avaient été enlevés et remplacés par des yeux factices, ce qui leur donnait un regard vitreux. Des fils longs et épais avaient été cousus sur leurs bras et leurs jambes. L'équipement d'enregistrement sonore du robot a capté les mêmes bruits de pas que l'agent de classe D, mais la caméra thermique n'a pas repéré de signes de vie. Les chercheurs ont décidé de mettre fin à leurs recherches et ont commencé à guider le robot vers l'extérieur de la maison, mais au moment où il est arrivé à hauteur de la porte d'entrée, la liaison a été interrompue et le robot n'a jamais été retrouvé. Une dernière mission dans la maison a été décidée, cette fois avec un autre agent de classe D, dont la mission était d'explorer toute la maison, y compris le deuxième étage, avant de tenter de quitter la maison. L'agent de classe D est entré dans la maison, mais a immédiatement rapporté avoir ressenti une sensation étrange que l'autre agent de classe D n'avait pas évoquée. Il a déclaré aux chercheurs qu'il souffrait d'un mal de tête intense, qu'il ressentait une pression dans les oreilles et qu'il pouvait entendre ce qui ressemblait à des pleurs dans une autre pièce. Aucun des appareils n'a capté les pleurs et l'agent de classe D a reçu l'ordre de poursuivre ses investigations. Il s'est approché de la pièce dont il pensait que le son provenait, mais l'équipement d'enregistrement audio ne détectait toujours rien. On lui a ordonné d'entrer dans la pièce, et bien qu'il semblait effrayé et réticent, il a fini par le faire. Une fois à l'intérieur, il a déclaré avoir vu une jeune fille portant une robe de l'époque du XVIIIe siècle. La fille était en train de danser, tout en pleurant. Comme sur les cadavres qui avaient été trouvés dans la maison, des fils avaient été reliés à ses bras et à ses jambes, mais ceux-ci étaient tendus vers le plafond. L'agent de classe D a suivi leur trajet jusqu'en haut, mais ils ont fini par disparaître dans l'obscurité. Cela laisse penser qu'il n'y avait pas de plafond du tout, juste un vide noir, d'où quelque chose manipulait les fils attachés à la fille pour la forcer à danser. Aucun de ces éléments rapportés par l'agent de classe D n'a pu être vu sur la vidéo. Les chercheurs ne voyaient rien d'autre qu'un homme regardant une pièce vide.
L'agent de classe D a reçu l'ordre de continuer à regarder cet étrange spectacle. Et au bout de 5 minutes, tous les appareils de communication ont cessé de fonctionner. Le signal vidéo a également été perdu, mais le son a continué à être enregistré pendant quelques secondes de plus, au cours desquelles un claquement sec a été entendu. L'agent de classe D s'est mis à crier lorsqu'une voix masculine, grave, a prononcé une phrase en latin. « Et perficiendi sit precium ». Le spectacle est payant. Aucune trace de l'agent de classe D n'a été retrouvée. Le SCP-1098-RU a été depuis clôturé pour empêcher toute personne d'y pénétrer. Une équipe de patrouille, composée de 4 agents de sécurité, est en permanence sur place et toute personne qui tente de pénétrer dans la maison doit être arrêtée, interrogée et recevoir un amnésique de classe B. Des recherches supplémentaires sur le SCP-1098-RU sont en cours, mais nécessitent l'approbation d'au moins 2 membres du Conseil O5. Et à ce jour, aucune mission à l'intérieur de cette anomalie, qui a été classée Euclide, n'a été autorisée. On ne sait toujours pas qui ou ce qu'est exactement l'entité à l'intérieur du SCP-1098-RU, mais elle a été désignée sous le nom de SCP-1098-RU1, et certains au sein de la Fondation se sont mis à le surnommer le maître des marionnettes. À présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme par exemple le SCP-026, la retenue scolaire, pour une autre anomalie terrifiante. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous explorons toujours plus en profondeur les archives classifiées de la Fondation SCP.